Bonjour Bernard, je suis très heureuse de te recevoir ici à la galerie. Tu es directeur honoraire du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou et aussi commissaire de cette exposition d'Igor Chelkovski, Descend dans l'air. Igor Chelkovski est une des figures majeures d'art non conformiste soviétique, ainsi que d'art russe contemporain. Il est né en 1937 et installé en France depuis 1976. Comment tu as rencontré pour la première fois Igor Chelkovski? Je connaissais peut-être le nom parmi d'autres noms à consonance russe, puisque bien évidemment je connaissais l'existence de cette revue Aya, que nombre d'entre nous considérons comme une revue mythique. Et c'est d'ailleurs, je crois, mon amie Sarah Wilson, qui est l'une des directrices du Courtauld Institute et professeure donc à Londres, qui vit beaucoup à Paris, qui m'en avait parlé. Et donc je suis allé le rencontrer dans cet endroit magnifique et j'ai été absolument fasciné à la fois par l'homme et à la fois par cet atelier saturé d'œuvres. C'est toujours un moment émouvant que de rencontrer un artiste et je dois dire que les échanges avec lui ont été tout à fait passionnants. Ils ont abouti, comme tu le sais, à l'acquisition de plusieurs pièces pour les collections du musée à l'occasion de ce grand projet qui était justement Kolletia, qui avait l'ambition de prendre le relais de cette extraordinaire collection d'avant-garde soviétique que nous avions au Musée national d'art moderne. Je devrais d'ailleurs dire russe et soviétique, puisque cette collection remonte bien évidemment avant la Révolution, avec cet ensemble absolument prodigieux d'œuvres, entre autres de Kandinsky. On associe normalement Chelkovski avec le contexte non conformiste soviétique, mais j'ai quand même l'impression que son œuvre dépasse ce contexte. Qu'est-ce qui, à ton avis, le rend reconnaissable, indépendamment de l'histoire? Bon, d'abord, je crois qu'il faut saluer, peut-être encore davantage aujourd'hui qu'on ne l'a fait il y a quelque temps, courage de ces artistes dont on peut se souvenir que beaucoup d'entre eux ont souffert de la situation politique de leur pays jusqu'à s'exiler, comme Chelkovski l'a fait lui-même. Moi, je suis de ceux qui ne peut dissocier connaissance d'une œuvre du contexte dans lequel cette œuvre s'est faite. Et de ce point de vue, bien évidemment, l'œuvre de Chelkovski m'a immédiatement fasciné. Finalement, ce que Chelkovski voulait faire, c'était de reprendre ce formidable passé, le transfigurer et lui donner la pleine dimension contemporaine dont il se réclamait. Parlons un petit peu de Aya, cette revue légendaire consacrée à l'art non conformiste, dont Chelkovski était éditeur. Il faut dire qu'il ne parlait jamais de lui-même dans la revue et pourtant Aya, c'était quelque chose qui a donné la visibilité pour la première fois à certains artistes devenus majeurs. Il a été même retiré de son passeport soviétique pour cette activité. Et c'est vrai que c'est une revue qui fascine parce qu'on imagine la solitude et le peu de moyens avec laquelle elle a été réalisée. Et quand on regarde les sommaires des 8 numéros qui ont été produits, on est absolument fasciné à la fois par l'incroyable ouverture, un ensemble d'artistes qui, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus des artistes majeurs. Mais je dirais aussi que ce qui était formidable, c'est qu'elle donnait la parole à de très grands historiens de l'art. Et donc on trouvait à travers Aya des textes, une analyse. C'est aussi une manière de repenser notre rapport à la Russie de cette époque, à l'Union soviétique de cette époque. Et ça n'est pas l'un des moindres mérites de cette revue, à la fois de nous avoir ouvert les yeux et en même temps d'avoir immédiatement cherché à faire un pont, un lien avec la scène des avant-gardes internationales. Oui, Chelkovski a commencé à avoir des expositions personnelles fin des années 80
Donc, en arrivant en France en 1976, il ne s'est pas mis à s'occuper de sa carrière, mais à parler des autres et jouer ce rôle Passeur. de passeur. Oui. Mais il est clair que le vocabulaire plastique de Tchaïkovski, ces volumes cubiques ou ces formes tendues dans l'espace, comme celle de cette très importante œuvre qui se trouve derrière nous, appellent des réminiscences. Mais au-delà de ça, la manière de faire de Tchaïkovski, ce côté bricoleur en quelque sorte, le rapport à la polychromie même que l'on trouve dans nombre d'œuvres, tout cela dénote de quelque chose de tout à fait singulier. Mais ce qui m'a frappé chez Tchaïkovski, et ça, grâce soit rendue à l'exposition que tu présentes là, qui somme toute est une petite rétrospective, mais une rétrospective, c'est de voir la diversité des mises en perspective qu'il peut faire. Oui, ce langage, disons, abstrait, mais polychrome, et dans des couleurs saturées, dans des couleurs qui sont pour certaines d'ailleurs des couleurs fortes, mais aussi des tentatives complètement différentes. Ce qui d'ailleurs me paraît important, après en avoir discuté justement avec Tchaïkovski, c'est combien ce rapport à la cité, ce rapport à la ville est un rapport absolument essentiel. La réalisation d'œuvres de caractère monumental se veulent justement profondément impliquées dans l'espace urbain. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est peut-être d'une certaine façon, non pas l'achèvement, mais la réalisation concrète d'un rêve que les avant-gardes avaient formulé, mais qui s'est réalisé. Et rien que pour cela, ces grandes œuvres qui trouvent aujourd'hui leur place dans l'espace public sont un dépassement des œuvres de chevalet que les artistes de la génération des avant-gardes historiques avaient réalisées. C'est vrai qu'il a toujours eu cette idée d'agrandir ses œuvres jusqu'à des dimensions gigantesques. Pourquoi l'exposition s'appelle-t-elle « Descend dans l'air » ? Tchaïkovski, il travaille toujours sans dessin préparatoire. Il assemble les bâtons, les baguettes en bois en construisant une structure dans l'espace. Ça, c'est quelque chose que tu soulignes et qui, je crois, est extrêmement intéressant. Progressivement, la forme prend l'espace. Je dirais d'ailleurs que l'une des choses qui, à mon avis, le caractérise, c'est qu'il est avant tout sculpteur. Même s'il y a des reliefs, qui bien sûr se déploient sur une surface plane ou sur une surface qu'il va inciser ou creuser, fondamentalement, ce qui préoccupe Tchaïkovski, c'est de prendre l'espace. Ces séries fondamentales naissent toujours même si c'est abstrait, c'est né du réel. Ce sont les figures de l'homme, la pluie, les nuages, etc. Il était quand même assez distant par rapport à ses collègues, les autres artistes, je vais dire, de cette génération, qui travaillaient beaucoup avec l'art conceptuel et il était complètement différent. Il était évidemment différent, c'est ce qui quelque part nous intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce sont ces formes réduites à l'essentiel dont tu parles à l'instant, l'homme, la pluie, que sais-je, les éléments, ce sont, de par l'extrême simplicité avec laquelle il les schématise, des formes qu'on pourrait comparer à des pictogrammes. Alors tu disais qu'il y avait une singularité dans son travail par rapport à des pratiques plus conceptuelles de certains autres, mais ce qui caractérise quand même ce non-conformisme, c'est cette incroyable diversité. Quand on sait, quand on mesure la répression et la difficulté que la plupart d'entre eux ont pu connaître, on ne peut qu'être extrêmement ému de remarquer ce qu'ils ont produit. Il a commencé à travailler avec le bois dans fin des années 60. Pour le point, c'était faire quelque chose de nouveau, parce qu'il était
Il était peintre par éducation. De théâtre, oui. Et il voulait faire absolument, il voulait faire de l'art contemporain, mais il n'y avait pas beaucoup de médias, je veux dire, accessibles à cette époque aux artistes. Et le mot production n'existait pas. Alors, il a pris le bois, il a commencé à travailler avec. C'était au début parce qu'il n'y avait pas de choix. Et finalement, c'est devenu son style, ce qu'on reconnaît chez lui. Ce qui est insensé pour le Français que je suis, de pouvoir imaginer que dans ces années 70, il y avait jusqu'à une pénurie de matériaux au point qu'on faisait une œuvre à partir de ce que l'on pouvait trouver sous sa main. Ce que tu racontes est à la fois, je dirais, essentiel pour comprendre même son projet esthétique et à la fois totalement émouvant quand on se met à l'imaginer. Tout comme me touche infiniment le fait de savoir que nombre de ces artistes, craignant de publier ou ne pouvant même pas publier dans des revues banales, pour peu qu'il y ait eu des revues banales justement dans cette époque profondément totalitaire, se soit réduit à les publier dans des revues scientifiques. Nombre de ces artistes ont une parfaite maîtrise des techniques, un savoir-faire, une maîtrise des matériaux, une maîtrise des couleurs même. Et rappeler que Tchaïkovski a pendant un temps fait de la restauration de fresques dans les églises, c'est aussi donner à comprendre peut-être le rapport à la couleur, le rapport à la matière que l'on trouve dans nombre d'œuvres que tu as réunies ici. Sa rapport avec la couleur, je pense que ça s'explique surtout par sa rencontre avec l'art post-impressionniste français. Quand il a vu pour la première fois dans les années 50 au musée Pouchkine, quand il était devenu un vrai musée et pas le musée des cadeaux pour Staline, comme c'était avant. Là aussi, on est face à quelque chose qui, d'un point de vue proprement chronologique ou d'un point de vue justement de simple histoire de l'art, de se dire qu'un homme découvre en 1970 des œuvres qui ont été réalisées quelques 80, voire davantage. C'était fin des années 50. Avant, fin des années 50, tout autant, mais donc des œuvres qui ont été réalisées à partir des 1870. C'est absolument fascinant. C'est d'autant plus fascinant et quelque part, comment dire, effarant, qu'on sait que les musées russes regorgeaient de ces œuvres après les saisies révolutionnaires, les collections Shtukin, Morozov et les autres, et que les plus belles œuvres, on peut le dire clairement, de ces avant-gardes européennes, s'étaient retrouvées par l'intelligence et la sagacité de ces grands collectionneurs dans leur collection propre avant que d'être saisies. C'est une petite rétrospective qui réunit les œuvres des années 70 jusqu'à des œuvres très récentes. Oui, c'est une rétrospective et les rétrospectives ont cela d'essentiel qu'elles permettent de comprendre un parcours. Et je te remercie de me donner l'occasion de monter avec toi cette exposition. Tchaïkovski, comme on l'a dit, est désormais présent dans de très grands musées du monde. Il est présent par plusieurs œuvres dans les collections du Centre Pompidou. Mais je suis absolument convaincu que, pour peu qu'on soit curieux et qu'on mesure quel est le parcours d'un homme comme celui-ci, ton exposition donne à voir un ensemble d'œuvres absolument magnifiques. Et je veux espérer que cette exposition rencontrera et le public
et les collectionneurs qu'elle doit, à mon avis, à tout prix réunir. Et si tu donnais une clé d'accès simple à un public qui ne connaît pas les œuvres de Tsiolkovsky, par où commencer? Nous avons souhaité, pour répondre à ta question, que l'exposition soit progressive, en large mesure chronologique. Donc je dirais aux gens qu'en entrant dans la toute première salle de cette exposition, ils verront à la fois des œuvres qui évoqueront ce passé constructiviste totalement transfiguré par la couleur, par une série de cubes dans l'espace tout à fait singuliers, mais également une suite d'œuvres blanches d'une extraordinaire beauté, échevelées et étendues dans l'espace, comme si lui-même avait voulu construire de manière dialectique une forme resserrée sur elle-même et une forme ouverte justement à l'espace. Et je pense que pour quiconque viendra dans cette exposition, il y aura les jalons même qui conduisent à penser son travail finalement sur quelques 50 années. Et là, je ne peux évidemment que te remercier de m'avoir associé. Merci beaucoup Bernard. Merci Alina.